Robert, je veux pas te mettre en avant, je sais que t'aimes pas. Pas trop. Mais quand même, en 98, Oui. tu te rappelles, la lumière est venue de Laurent Blanc contre le Paraguay, là, quand on se qualifie in extremis. C'est qui le centre? C'est moi. C'est Bibi. Donc voilà, donc c'est un peu grâce à toi. Et aussi, 2 ans après, en 2000, quand on gagne le championnat d'Europe avec Trezeguet, le but en or et tout, c'est qui lui passe la balle? C'est moi. C'est Bibi. Exactement. Donc moi j'ai envie de dire, si on a gagné la Coupe du Monde et si on a gagné un nouveau championnat d'Europe 2 ans après en 2000, c'est un peu grâce à toi. La lumière est venue de Robert Pires. Mais en parlant de lumière, Oui. tu vas pas à Metz bientôt? Si, faut que j'y aille. D'ailleurs, faut que je te laisse juste vrai après, là, à toute berzingue. Je dois y aller, ouais. Tu peux leur passer ou transmettre un message? Oh, mais tout ce que tu veux. Vas-y. Juste qu'il faut qu'ils musclent leur jeu. Il faut qu'ils musclent leur jeu. Ils vont comprendre. Tu vas comprendre? Tu vois, c'est une phrase un peu culte venant d'Aimé Jacquet. Ça ressemble à un oracle, une patte de. Et je pense on que dirait. ça porte bonheur. J'espère. Ok, je. C'est bon? Eh ben j'y Je compte vais. sur toi. Alors pour pas oublier, j'y vais tout de suite. Ok. Voilà. Il faut qu'ils musclent leur jeu. Exactement. Je compte sur toi. C'est parti. Ça marche, à bientôt. Bon à chaque fois il me fait le coup. C'est moi qui vais régler. T'inquiète pas Laurent. À bientôt. Metz, durant l'Antiquité, c'est l'oppidum principal de la tribu celte des Médiomatriques, qui d'ailleurs vont laisser leur nom à Metz. Metz, ça vient de là, ça vient des Médiomatriques. Et comme toujours avec les Gaulois, eh bien, ils construisaient leurs oppidums sur des hauteurs, ici à Metz, au niveau de la colline Sainte-Croix. Et donc de là, ils pouvaient surveiller la confluence de la Moselle avec la Seille, qui apportait alors les richesses de la région, en particulier le sel. Mais c'est vraiment avec l'arrivée des Romains que Metz va se développer, parce qu'elle va se retrouver au carrefour des grandes voies de communication de l'Empire dans la région, avec une voie est-ouest de Strasbourg à Reims et une voie nord-sud, la colonne vertébrale de l'Empire en Gaule, la voie conduisant de Lyon à Cologne en passant par Trèves et donc par Metz. Metz va donc se développer autour de ce carrefour antique, ici, là où je me trouve, au niveau des rues Serpenoise, Taizon et Fournier-Rue. Là, c'est le point zéro de la Metz antique. Rue Taizon, chut, taisons-nous, Graouli veille. Non, ça c'est la légende de Metz. Taizon, en fait, ça vient de Statio. C'était un relais routier romain. Eh oui, rue Taizon, c'est le quart d'eau principal de la ville. C'est la colonne vertébrale de l'Empire romain à l'époque. Metz va alors devenir une des villes les plus importantes du nord-est de la Gaule romaine. Une ville romaine avec un mode de vie à la romaine, c'est-à-dire des rues se croisant à angle droit, mais aussi un théâtre, un amphithéâtre et surtout un aqueduc pour apporter de l'eau pure. Un aqueduc de 22 km de long dont il reste encore ici ou là quelques vestiges, comme ici derrière moi, à Jouy-aux-Arches. Malheureusement,
L'Empire romain va finir par s'effondrer sous les coups de boutoir répétés d'envahisseurs venus du nord et de l'est. On a les Alamans, on a les Francs qui vont venir piller Divodurum, cette opulente cité antique de 20 000 habitants. Alors, dans un premier temps, Divodurum va essayer de se protéger derrière des remparts antiques, dont certains vestiges sont parvenus jusqu'à nous, ici, du côté de la place Saint-Louis. Regardez, il reste une tour. Malheureusement, le rempart ne pourra pas tenir indéfiniment et le 7 avril 451, le terrible Attila va ravager la ville. Et vous connaissez la formule, hein? Là où passe Attila, l'herbe ne repousse pas. Divodurum sera complètement ravagée et détruite. Il n'en restera plus rien. Sauf que quand on cherche, on trouve toujours quand même des petits quelque chose. Comme ici, derrière moi, dans un Carrefour City de la rue des Clercs, des vestiges d'un bâtiment antique, certainement des thermes gallo-romains. Ah bah oui, ça, Metz, c'était une ville d'eau. Mais alors que tout s'effondre, le christianisme, qui était devenu la religion dominante de l'Empire, va résister. Et à Metz, on a un symbole incroyable de ce christianisme qui, lui, ne s'est pas écroulé. C'est avec la plus vieille église de la Gaule romaine, un ancien gymnase transformé en lieu de culte au 7e siècle, Saint-Pierre aux Nonnains. À l'époque des Romains, c'était une palestre. Incroyable. Mais ceux qui vont profiter le plus du christianisme, ce sont évidemment les Francs qui vont se faire chrétiens pour pouvoir justifier leur autorité sans avoir à se friter avec tout le monde. Le nouveau chef de Rome, c'est plus l'empereur, c'est le pape. Donc, en s'appuyant sur le trône de Saint-Pierre, les Francs vont pouvoir se forger un nouvel empire, se taillant des royaumes dans l'ancienne Gaule romaine, royaume d'Aquitaine, royaume de Bourgogne, royaume de Neustrie ou royaume d'Austrasie. Et Metz va devenir à une époque la capitale du royaume d'Austrasie, c'est-à-dire littéralement le royaume de l'Est. Et le palais du roi d'Austrasie à Metz, il a été construit sans doute sur d'anciens termes gallo-romains dont des vestiges sont parvenus jusqu'à nous, ici derrière moi, dans ce qui est devenu le musée d'histoire de la ville, et qui raconte magnifiquement l'histoire de la ville de Metz, mais pas en courant. Et c'est dans un de ces palais que progressivement l'Empire mérovingien va céder la place à l'Empire carolingien. C'est toujours des Francs, hein, mais c'était ce qu'on appelait des Francs de seconde race. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au fil des siècles, les rois mérovingiens vont déléguer leur pouvoir à de puissantes familles de nobles qu'on appelait les maires du palais. Donc voilà, donc il y avait une famille ici à Metz, dans le palais de la Cour d'Or, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui dirigeait à la place du roi d'Austrasie. Mais donc petit à petit, il a pris le pouvoir. Et la famille noble qui va prendre le pouvoir, c'est la famille d'un certain Pépin le Bref, le papa de Charlemagne, qui va fonder une nouvelle dynastie, un nouvel empire, l'Empire carolingien. Là encore, cet empire va se diviser en puissants royaumes. On va avoir la Francie occidentale à l'ouest, la future France, la Francie orientale à l'est, la future Allemagne, et au centre, la Lotharingie, dont Metz va devenir la capitale. Et oui, la future Lorraine. Metz va être la capitale de la Lotharingie. C'est donc pas un hasard si c'est à Metz qu'on a retrouvé le sarcophage du fils de Charlemagne, l'empereur Louis le Pieux. Il est ici, ce sarcophage, dans le musée d'histoire de la ville de Metz.
Alors attention, hein, ce sarcophage, c'est pas une création carolingienne, c'est un réemploi de l'Antiquité, comme souvent avec les Carolingiens qui se voyaient là encore comme les continuateurs de l'Empire. Charlemagne, il était empereur du Saint-Empire romain germanique. D'ailleurs, à Aix-la-Chapelle, son tombeau, là aussi, c'est un tombeau antique, un tombeau romain, quoi. C'est les continuateurs, c'est les nouveaux Césars. Louis le Pieux. Mais de la même manière que l'Empire romain s'est effondré, l'Empire carolingien, lui aussi, va s'écrouler. Cette fois, surtout à cause d'un système de succession tout pourri, où quand le chef meurt, l'Empire était systématiquement partagé entre tous les héritiers. Et du coup, à Metz, eh bien, là encore, c'est la religion chrétienne qui va tirer son épingle du jeu. L'évêque va prendre le contrôle de la ville pour faire de Metz une puissante cité épiscopale au sein d'un empire germanique complètement désorganisé. Et il y a un truc de fou dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz, c'est qu'il y a la cathèdre de l'évêque de Metz de cette époque qui est parvenue jusqu'à nous, ici derrière moi. Incroyable, elle date de Charlemagne. Elle a été taillée dans une colonne romaine. J'avais jamais vu ça. L'évêque règne donc sur Metz au nom de Dieu, ce qui va rendre la ville assez intouchable. Du coup, dans une ville tranquille, un peu apaisée, eh bien, les affaires reprennent. Déjà par son statut religieux, Metz va alors devenir un haut lieu de pèlerinage. Mais il y a d'autres richesses aussi autour de la ville. Depuis toujours, on a le sel, mais aussi le vin. Et tout ça va permettre le développement, l'apparition d'une nouvelle classe sociale qui va venir moderniser et enrichir et développer la ville, les bourgeois. Symbole de cette riche activité marchande qui va se développer à Metz autour et à côté de son activité religieuse, cet hôtel particulier que vous avez ici derrière moi, qui date du XIIe siècle, l'hôtel Saint-Livier. Et on est bien au Moyen-Âge, hein. Il ressemble davantage à un donjon qu'à une résidence d'agrément. Mais petit à petit, entre les bourgeois de Metz, qu'on appelait les parèges, et l'évêque de Metz, ça va plus le faire. Surtout au moment où un nouvel évêque de Metz, qui s'appelait Jean d'Apremont, va un peu trop penser à ses plaisirs personnels qu'à ses devoirs spirituels. Oui, il rêvait d'agrandir ses territoires et ses possessions. Par exemple, il n'hésitera pas à se faire construire un château du côté du Châtel-Saint-Germain pour mieux pouvoir se protéger et se défendre des Messins en cas d'hostilité. Et ils vont être hostiles, les Messins. Avec l'appui d'autres seigneurs lorrains trop contents d'affaiblir Jean d'Apremont, ils vont lui faire la guerre, ils vont le déboulonner et ils vont le chasser de la ville. Ils vont même raser son château du Châtel-Saint-Germain. Ils n'étaient pas contents, les Parèges.
Et pendant plus de 2 siècles, le château des évêques de Metz va déménager ici, du côté de Vic-sur-Seille, près de Nancy, qui elle de son côté est en train de devenir la capitale des ducs de Lorraine. Nancy. Pour ça qu'on est sous la pluie. Libérée de son évêque, Metz va alors devenir une république libre au sein de l'Empire germanique, qui a de moins en moins d'influence sur elle. Et là, son activité commerciale va être telle qu'elle va carrément déborder les vieilles enceintes romaines, avec par exemple des changeurs qui vont carrément percer dans le rempart romain pour installer leur commerce, ici, au niveau de la place Saint-Louis. Mais du coup, pour protéger cette activité de changeur, faut quand même savoir qu'au Moyen-Âge, la monnaie messine est acceptée dans toute l'Europe, tant elle est réputée. Eh bien, au début du XIIIe siècle, on va décider de la construction d'une nouvelle enceinte, plus vaste, une fortification médiévale, encore bien visible aujourd'hui dans le parcellaire de la ville, avec de somptueux vestiges, comme ici derrière moi, la puissante porte des Allemands. Mais vous vous en doutez, l'opulence de notre République messine, qu'on appelle à l'époque Metz la riche, eh ben, ça va attiser les convoitises de ses voisins, lorrains, allemands ou français. Et malgré la protection théorique de l'Empire germanique, eh bien, la ville va subir de nombreux sièges. Et si vous ajoutez à cela la peste, la guerre de 100 ans et la réforme protestante qui va un petit peu diviser tout le monde à l'intérieur même de Metz, eh ben, au final, Metz va être cueillie comme un fruit mûr. Et avec l'aide de princes allemands protestants ne supportant plus le très catholique empire des Habsbourg, eh bien Metz va tomber dans l'escarcelle du roi de France Henri II en 1552. Sans combat. Bien sûr, l'Empire germanique tentera de la reprendre. Charles Quint lui-même aurait fait le siège de la ville pendant plusieurs mois. Pensez donc, à l'époque, Metz, c'était la 4e plus belle ville de son empire. Mais en vain. Charles Quint aurait même dit depuis son quartier général de la Horgne, là où je me trouve, en contemplant la ville de Metz qu'il n'arrivera jamais à récupérer. Si vous ouvrez mon cœur, vous y découvrirez Metz. Metz, durant la Renaissance, c'est donc une ville qui passe sous protectorat français.
Elle est encore relativement indépendante, mais désormais le royaume de France a l'œil dessus. Et symbole de cette emprise qui ne va faire que croître, la construction face à la ville, à l'ouest, d'une citadelle pour surveiller la cité messine. Et de cette citadelle aujourd'hui, il reste quelques vestiges, comme ici derrière moi, le magasin aux vivres. Metz, à l'époque moderne, c'est une ville qui devient définitivement française après la guerre de 30 ans, en 1648. Et là, la ville va changer de braquet. Metz va se grêler de casernes et de soldats qui vont littéralement faire doubler le nombre d'habitants de la cité. On va aussi créer une double couronne pour renforcer les remparts, avec le fort Moselle ou le fort de Bellecroix, dont il reste encore quelques vestiges, ici derrière moi, du côté de Bellecroix, justement. Metz est donc un bijou qui a été jalousement protégé depuis toujours. Voilà pourquoi la vocation militaire de Metz a fait d'elle la ville la plus fortifiée d'Europe au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, il reste de nombreux vestiges de cet héritage. Mais attention, Metz ne devient pas qu'une ville de garnison. Elle reste la capitale de la Lorraine. Elle est le siège de l'intendance de la province, construite ici, derrière moi, place de la Comédie, avec, symbole du siècle des Lumières et de son bouillonnement intellectuel qui arrive, juste à côté, un opéra-théâtre. Metz, à l'époque contemporaine, c'est une révolution, l'annexion de la ville à l'Empire allemand après la défaite de 1870. Et symbole de ce changement de propriétaire, si j'ose dire, eh bien une nouvelle gare, la 3e en un demi-siècle pour mieux desservir l'Empire allemand. Et oui, parce que jusque-là, les gares, elles étaient un peu construites comme des cul-de-sac, tournées vers le sud, vers la France. Les temps changent. Une gare, surtout beaucoup plus large, pour accueillir un maximum de troupes venues d'Allemagne en cas de nouveaux conflits avec la France. Metz va alors devenir une ville un peu double, francophone et germanique. Il y a même une nouvelle ville qui va carrément se créer au sud, par-delà les remparts du Moyen-Âge, la Neustadt. Et après la pierre jaune du vieux Metz, bienvenue au grès gris rhénan allemand. Après la Première Guerre mondiale et la victoire tricolore, Metz redevient française et la Neustadt devient la nouvelle ville qui continue de s'étendre vers le sud avec des bâtiments typiques des années folles, l'art déco.
Metz de nos jours, c'est d'abord une deuxième annexion par l'Allemagne, beaucoup plus violente celle-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Metz retrouve alors son statut de nœud ferroviaire stratégique sur la route du Reich. Et d'ailleurs, comme un triste symbole, c'est en gare de Metz que Jean Moulin sera déclaré mort dans un train qui le conduisait en Allemagne le 8 juillet 1943. Avec tous ces bouleversements, au sortir de la guerre, Metz va perdre un petit peu de terrain par rapport à Strasbourg ou sa grande rivale de Lorraine, Nancy. Surtout au niveau de l'enseignement et de la culture, Metz s'est un peu laissé enfermer dans sa vocation militaire et administrative. Mais tout va changer à la fin des années 60 avec la création de l'université Paul Verlaine de Metz. Et la culture non plus n'a pas été oubliée, puisque depuis 2010, Metz a l'immense privilège d'avoir son propre centre Georges Pompidou, haut lieu de l'art contemporain. En plus, à Paris, le centre Pompidou, il est fermé pour plusieurs années, alors c'est pas dommage. Finalement, aujourd'hui, à Metz, il n'y a plus que le foot qui n'a pas encore retrouvé sa grandeur passée. Robert, faut que tu muscles ton jeu, hein. Faut que tu muscles ton jeu. Roberto Carlos va te bouffer.